Bonsoir à tous, bienvenue à cette formation, la dernière pour cette session-ci de l'Umpire Academy, une formation dédiée cette semaine au Club Umpire Coach. Comme d'habitude, on va laisser encore quelques minutes afin que tout le monde puisse nous rejoindre et puis on commencera la session de formation. Au niveau des questions, comme je suis seul, je vais parcourir l'ensemble de vos questions à la fin du webinaire. Comme ça, je tâcherai d'y répondre soit en direct ou éventuellement, j'y répondrai par écrit par après. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Dans le sens où la semaine passée, j'ai commencé avec un problème de micro, donc je voudrais m'assurer cette fois-ci que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me faire un petit signe. Merci Stéphane, merci Jérôme. Parfait. Parfait, parfait. Merci à tous de m'avoir fait ce petit signe. Comme ça, au moins, je suis sûr que vous allez m'entendre. Cette formation est donc dédiée au Club Umpire Coach. Certains d'entre vous qui la suivent plus par curiosité, je pense, puisque tout le monde n'est pas Club Umpire Coach. Mais en tout cas, une fois l'expérience acquise, tout le monde pourrait éventuellement devenir Club Umpire Coach. En tout cas, dans certains clubs, je pense qu'ils en ont encore besoin. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître si ça fait partie de votre ambition. Alors, cette formation Club Umpire Coach va reprendre le principe, les objectifs donc, du Club Umpire Coach, à savoir que doit-il faire au sein de son club? Organiser le recrutement de candidats arbitres au sein du club. Maintenant, quand je mentionne le fait qu'il doit organiser le recrutement, ça ne veut pas dire qu'il est tout seul. Chaque club, évidemment, a son organisation interne, intrinsèque, et le CUC vient quelque part se fondre là-dedans. En tout cas, l'objectif du CUC, c'est d'avoir des candidats arbitres, candidats club umpire, afin de pouvoir les former pour qu'ils puissent passer leur examen. Donc, quelque part, il a un rôle à jouer dans ce recrutement, que ce soit un rôle direct ou un rôle indirect. Ça, c'est laissé à l'organisation de chaque club. Le rôle du CUC est également de donner des séances d'information. C'est important de parler d'information avant de parler de formation, dans le sens où, voilà, 1 an que je m'occupe de l'Umpire Academy pour la Ligue LFH, avec hélas trop peu de temps dans les clubs dû à la situation que tout le monde connaît, du Covid. Mais les quelques mois où j'ai eu l'occasion de tourner dans les clubs, il ressort toujours que pour les novices, que pour les gens qui jouent au hockey mais qui n'ont jamais arbitré ou qui ont dû une fois ou deux arbitrer une équipe juste après eux, le constat est que l'arbitrage est quelque chose de compliqué, que l'arbitrage est quelque chose de difficile, alors que avec une bonne formation, ou en tout cas avec les bonnes formations, les formations de base proposées par l'Umpire Academy et données par un bon club Umpire Coach, va faire que l'arbitrage est abordable à tout un chacun. Le tout, c'est d'utiliser les bons outils et les bonnes méthodes. Donc, d'abord, informer les gens par rapport à ça. Dans tous les clubs, les samedis matins, c'est toujours compliqué de trouver des parents arbitres, alors qu'il y en a plein en bord du terrain. Et donc, la plupart du temps, il y en a qui se dévouent, mais sans avoir été formés ou sans avoir reçu les informations de base nécessaires. Donc, le rôle du CUC va être aussi d'aider ces parents arbitres qui vont commencer à arbitrer sur des petits terrains et qui, les enfants grandissant, vont les accompagner et un jour ou l'autre vont se retrouver, une fois que leur enfant sera en U14, sur des grands terrains où là, l'examen théorique est nécessaire. Donc, avoir eu les bonnes bases dès le départ, mais je pense que ça va très largement faciliter le trajet de ces arbitres clubs. Donc, les séances d'information pour rendre accessible l'arbitrage à tout un chacun et également les formations de base. Commencer d'abord par les formations de base et ensuite on verra les autres formations.
Un point important, c'est de vérifier que l'examen théorique d'arbitrage est bien passé et réussi pour les candidats Club Umpire. Ça ne veut pas dire que le CUC est la personne responsable au sein de son club pour que les gens passent l'examen théorique d'arbitrage. À nouveau, chaque club a son organisation avec son équipe qui va gérer l'arbitrage. Chacun à sa manière en fonction des disponibilités, des dispositions que les membres du comité ou les membres de la cellule d'arbitrage ont comme rôle. Donc, la seule chose qu'on demande au CUC, évidemment, avant de commencer à former les futurs club umpires, c'est déjà de s'assurer que ces futurs club umpires ont déjà réussi leur examen sur Drillster. Ensuite, accompagner les candidats club umpire lors des matchs qu'ils vont siffler les samedis, que ce soit des U14, des U16, même des U19. Le rôle du club umpire coach est de se trouver au bord du terrain et de pouvoir prodiguer des séances de coaching. On verra plus tard comment, avec quels outils, pouvoir faire de bonnes séances de coaching et préparer ces candidats club umpire à l'examen. Une fois le match terminé, il faut organiser des séances d'après-match, des séances de feedback où on va revoir ce que le club umpire a fait tout au long du match qu'il a sifflé, les bonnes choses, les marges de progression, les objectifs de progression qu'il a et s'assurer que tous ces objectifs soient atteints pour le moment T, c'est-à-dire le jour où il passera son examen de club umpire. Là aussi, c'est le dernier rôle du club umpire coach, c'est de formaliser l'inscription des candidats aux examens club umpire. On verra la procédure à suivre. Il y a des formulaires en ligne, donc c'est relativement simple, je vous rassure. Donc voilà, ici on a vu l'ensemble des objectifs d'un club umpire coach au sein de son club. À nouveau, il doit pas forcément tout exécuter puisque tout ça va dépendre de la cellule et du nombre de personnes qu'il y a et du nombre qu'il y a. Pour prendre un exemple, au WADU, ils sont 4 cubes, donc ils sont à 4 à se répartir l'ensemble de ces tâches-là. Donc, pas de souci, l'organisation reste toujours dans les mains du club de la cellule arbitrage. Le parcours complet de formation pour les club umpires. Donc, le club umpire coach doit s'assurer que son candidat club umpire, une fois qu'il sera nommé club umpire, qu'il aura réussi son examen, a bien passé l'ensemble des différentes étapes. Donc, comme on l'a vu au préalable, le début commence par organiser le recrutement, donner des séances d'information sur l'arbitrage et donner les premières séances de formation. Pour cela, il y a des formations en ligne qu'on peut retrouver sur le site de la RBH ou sur le site de la LFH, Start to Umpire, qui sont des petites formations avec des petites vidéos qui vont montrer les différentes fautes qu'il y a au hockey. Ensuite, comme on le disait, s'assurer que l'examen théorique Drillster est réussi par les candidats. C'est un point essentiel dans le sens où si les candidats n'ont pas leur examen théorique Drillster, ils ne peuvent pas prétendre à devenir club umpire coach. Ce n'est pas parce qu'on devient club umpire coach qu'automatiquement on obtient son examen théorique. Il s'agit de deux choses totalement différentes. Donc en un, d'abord réussir l'examen théorique et ensuite on va suivre les formations de l'Umpire Academy. Ces formations, elles sont basées uniquement sur les points qui seront jugés au moment où le club umpire passera son examen. À savoir, donc, on va juger le placement, le déplacement, la signalétique, évidemment, bien indiquer les fautes, le coup de sifflet et plus particulièrement la modulation du coup de sifflet. On aura quelques exemples tout à l'heure. Et bien évidemment, la connaissance basique des règles du hockey. Ça, c'est d'une évidence, c'est pas mentionné ici, mais je pense qu'à partir du moment où on a réussi son examen théorique, on a quand même une bonne idée de ce que c'est que le hockey, les fautes et quand et comment le siffler. Mais néanmoins, il y aura quand même toujours un petit contrôle, à savoir que les règles de base soient connues.
Ensuite, on a la troisième phase. Cette troisième phase est, pardonnez-moi l'expression, vachement importante, parce que là, il s'agit vraiment de formation pratico-pratique. Donc, le candidat club umpire va se retrouver sous le terrain avec son sifflet et il va avoir au bord du terrain son club umpire coach qui va le suivre pour pouvoir par après lui donner des feedbacks en fonction des feedbacks et de l'analyse du match, donner des objectifs pour les prochains samedis et faire en sorte donc que le candidat club umpire soit prêt pour passer son examen et par après devenir club umpire. Donc, il sera à ce moment-là reconnu de manière officielle auprès de la fédération. Il aura une petite astérisque dans Sportlink à côté de son nom, comme quoi il est reconnu club umpire. Et donc, il a la possibilité d'arbitrer l'ensemble des matchs sur petit terrain, sur grand terrain, matchs évidemment qui ne sont pas dédiés aux arbitres nationaux. Donc voilà pour le parcours du club umpire. Alors on parlait des formations, on ne parle pas des formations start to umpire qui sont vraiment très basiques. On va parler de formations qui doivent être données par le CUC sur, comme on le disait, le placement, le déplacement, la modulation du coup de sifflet, la gestuelle, la signalétique, les règles du jeu. En gros, ce sont les différentes formations que j'ai dispensées les 4 semaines passées. Donc, toute la formation Club Umpire ou Umpire Academy, pardon, va se concentrer sur ces points-là. Alors, en termes de placement et de déplacement, il y a des principes de base qu'il faut transmettre. Le premier, c'est de ne pas siffler les fautes qu'on ne voit pas. Il faut uniquement siffler les fautes qu'on a vues, comme ça, on ne fait jamais d'erreur. On peut rater une faute, ça arrive à tout le monde, ça arrive aux meilleurs arbitres à tous les niveaux, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et par contre, il n'y a rien de pire que de siffler une faute qu'on n'a pas vue. Quand quelqu'un lève la main pour demander une faute et puis on se laisse influencer, on siffle, là, on est mal parti pour commencer à devoir justifier ce qu'on a sifflé. Donc, mieux vaut s'abstenir. Une chose importante, le placement. Si on a un bon placement, si on a une bonne vue sur le déroulement du jeu, si grosso modo on anticipe les phases de jeu, on laisse le jeu venir vers soi, on aura toujours une meilleure vue. Et donc, ça permettra de pouvoir justement voir ces petites fautes que certains arbitres inexpérimentés qui n'ont pas forcément le bon placement, le bon coup d'œil, ne verront jamais. Donc, placement, déplacement, c'est des choses relativement importantes. Les formations existent, donc n'hésitez pas à venir me les demander si jamais vous ne les avez pas reçues. Elles sont à votre disposition, à la disposition des CUP, j'entends bien. Donc, je parlais effectivement d'être mobile sur son terrain, d'anticiper. Évidemment, toujours tenir compte que l'arbitre n'est jamais seul, sauf évidemment sur les tout petits terrains, mais sur les grands terrains, en tout cas, les formations pour lesquelles l'Umpire Academy a prévu ces formations, ce sont les grands terrains. Et donc là, on travaille toujours à 2 en équipe. Et donc là aussi, il y a des communications à avoir en avant-match pour savoir qui s'occupe de quelle zone, comment indiquer à son collègue qu'il n'aurait pas fait une faute. Donc, il existe pas mal d'informations. Donc, à titre d'exemple, voilà quelques slides qui ont été, un slide en tout cas qui a été donné dans la formation placement-déplacement, c'est-à-dire arriver à anticiper les phases et venir chercher la ligne de fond et le premier piquet. Donc, comme on voit dans la première illustration ici, on a un arbitre qui n'a pas anticipé la phase et donc il se retrouve à côté du joueur. Si le joueur fait 1 ou 2 pas vers l'avant plus vite que l'arbitre, l'arbitre aura le joueur qui se situera entre lui et la balle. Donc, il sera déjà dans une position plutôt délicate pour commencer à voir s'il y a eu un kick ou éventuellement un backstick ou ce genre de choses-là. Donc, évitez de rester à hauteur de la phase, allez chercher directement votre ligne de fond, le premier piquet, de manière à avoir une vue complètement ouverte sur le jeu
et avoir l'ensemble des acteurs et le jeu qui vient vers vous. C'est toujours beaucoup plus facile. L'anticipation, évidemment, va beaucoup permettre de pouvoir venir chercher cette ligne de fond et ce premier piquet. L'objectif, comme on le disait juste avant, le jeu est mobile, l'arbitre doit être mobile. Hein, donc, ne pas anticiper en se disant, tiens, je vais me mettre ici, puis je vais rester ici. Comme ça, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours le jeu qui viendra vers moi. Non, il faut évidemment, quand le jeu part de l'autre côté, dans l'autre moitié de terrain, accompagner le jeu et pouvoir être une aide pour son collègue. Donc ici, on voit un exemple de premier poteau. Donc on voit l'arbitre qui se trouve quasi à sa ligne de fond, près du premier poteau. Et donc, voilà, l'action s'est passée et à tout moment, il a vu le porteur de la balle, mais également l'ensemble de l'action. Ici, on a un deuxième exemple où on a un arbitre aussi, qui est là, à son aise, pas besoin de courir, il voit l'ensemble de la phase, il continue, on voit qu'il est tout le temps en mouvement, donc le jeu se déplace vers la droite, il va repartir un petit peu vers la droite, le jeu remonte derrière les 23, il remonte également. Donc ça, c'est important à transmettre comme information. Expliquer la répartition du terrain aussi. Donc, un terrain qu'on dit tout le temps qu'un arbitre a une moitié et que l'autre arbitre a l'autre moitié. Et donc, les gens qui font des raccourcis vont se dire, voilà, on coupe le terrain en deux au niveau de la ligne médiane. Tout ce qui est à droite est à moi et tout ce qui est à gauche est à mon collègue. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ici, on voit la découpe. De nouveau, c'est très théorique, mais c'est ce qui permet, en fait, cette diagonale, on va dire, permet à l'arbitre qui va se déplacer ici le long des lignes jaunes, d'avoir une vue sur l'ensemble de cette partie-là, et notamment tout ce qui va se passer près de ce piquet de corner-là. L'arbitre, ici en jaune, sur les lignes jaunes et très jaunes, a plus facilement une vue sur ce qui se passe là que le collègue qui va se retrouver ici, qui aura plusieurs joueurs éventuellement dans son champ de vision. Donc, comme on disait là tout à l'heure, c'est important d'accompagner l'action même quand elle part de l'autre côté, mais veiller toujours à anticiper éventuellement le retour dans son camp pour aller chercher sa ligne de fond et son premier piquet. Comme on l'indique ici aussi, on voit beaucoup d'arbitres débutants qui restent collés sur leur ligne de côté, la ligne de sortie en fait, parce qu'ils l'ont vu à l'époque et ils oublient de rentrer dans le terrain pour aller voir ce qui se passe, pour être plus près et avoir une meilleure vue en tout cas de ce qui se passe de l'autre côté, toujours non pas dans le but d'aller siffler les fautes qui devraient être sifflées par le collègue, mais d'être là en soutien de son collègue. Donc la ligne de côté, c'est bien entre, on va dire, les deux 23, mais il ne faut pas hésiter à rentrer quelques mètres dans le terrain quand le jeu se trouve à l'opposé. Voilà ici un exemple d'un arbitre qui n'hésite pas à dans le terrain. Voilà, et là, il doit continuer normalement avec la phase pour aller chercher le piquet et la ligne de fond. Alors, je sais que tout ça, c'est connu, mais en tout cas, voilà, je voulais prendre le temps de vous expliquer les supports, puisque tout ça se retrouve dans toutes les formations à donner au Club Umpire. Donc, vous avez ces supports qui sont à votre disposition et vous avez également les explications qui vont avec. Donc, ici, on voit les zones dans lesquelles l'arbitre va se déplacer. La même chose pour l'arbitre opposé. En ligne plus grasse, on va voir en fait les lignes de course que l'arbitre va entreprendre de chaque côté. Et puis, on a les traces un petit peu plus foncées. Ici, en l'occurrence, pour l'arbitre bleu, c'est sa position en tant qu'arbitre engagé sur un penalty. Et l'arbitre non engagé va se retrouver entre les 50 et les 23 à hauteur du premier piquet. Idem dans l'autre sens, l'arbitre engagé à proximité du premier piquet dans le terrain et l'arbitre non engagé en regard du piquet droit ou gauche pour lui. Donc on voit ici l'image, l'arbitre engagé
est à proximité du goal, de façon à avoir une vue complète sur les sorteurs, le gardien et le donneur. Et l'arbitre non engagé va se trouver face au deuxième piquet de manière à pouvoir voir si le shot part dans le goal ou à côté du goal, la hauteur, est-ce que la balle est bien sortie du cercle. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, le résumé au niveau du positionnement, rester à bonne distance de la balle, donc ne pas rester sur sa ligne de côté, ne pas hésiter à rentrer dans le terrain si le jeu se passe à l'opposé. Toujours essayer d'avoir le jeu qui vient vers soi. Donc, éviter de courir derrière la balle, parce qu'en courant derrière la balle, on a fatalement entre la balle et l'arbitre des joueurs. Donc, la vision est tout sauf optimale. D'autant plus en courant, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc, essayer d'anticiper, arriver avant les joueurs. Quand le jeu arrive dans les 23, aller chercher sa ligne de fond, le premier poteau. En tout cas, cette zone-là, il ne faut pas non plus s'accrocher à ce premier poteau, évidemment. Hein. C'est la zone qu'on détermine. Donc, anticiper évidemment les attaques adverses de manière à voir le jeu venir vers soi. Essayer, dans la mesure du possible, principalement quand il y a des arrêts sur des fautes, même quand on indique une faute, garder la vue sur l'ensemble du terrain sans tourner le dos au joueur. Souvent, effectivement, des arbitres avec moins d'expérience sifflent une faute et puis courent pour essayer de rattraper le terrain et tournent le dos au terrain et donc ne voient pas éventuellement les fautes, les bousculades, le début du coup franc qui peut être donné. Donc, quoi qu'il arrive, on va toujours essayer de garder une vue globale sur le terrain. Un petit conseil donc pour les candidats club umpire et arbitres débutants, un principe de base, essayer d'avoir toujours la balle sur sa gauche et le goal sur sa droite. Être entre la balle et le goal, c'est toujours la bonne position. Voilà en ce qui concerne donc le positionnement. La deuxième partie de formation, c'est la modulation du coup de sifflet. Alors, au niveau de la modulation du coup de sifflet, c'est très important et c'est ce qui fait souvent la différence à un plus haut niveau. C'est la capacité à pouvoir siffler convenablement et à ce que les joueurs comprennent immédiatement ce qui a été sifflé et pourquoi ça a été sifflé. Donc, il va falloir que nos candidats arbitres apprennent à avoir de la modularité dans leur coup de sifflet. Petite faute, petit coup de sifflet, grosse faute, gros coup de sifflet. C'est un principe de base, mais qui est souvent peu appliqué au début par les arbitres, comme si le sifflet leur faisait peur. Je ne sais pas, ils ont peur de siffler dedans ou c'est le doute. Enfin, toujours est-il que quand un arbitre doute et ne siffle pas clairement, automatiquement, ça se traduit. Les joueurs le comprennent tout de suite et les joueurs vont en profiter. Donc, l'autorité de l'arbitre passe beaucoup à travers son coup de sifflet. Un gros coup de sifflet ou un petit coup de sifflet, mais bien sec, bien ferme, va, dans la majeure partie des cas, rencontrer l'adhésion des joueurs. Ne pas chercher à siffler immédiatement quand on voit une faute. Mieux vaut siffler avec quelques secondes de retard, mais juste que de vouloir siffler trop vite et faux. Trop vite, on peut se tromper, ça arrive parfois et on montre une fois à gauche et puis à droite, on ne sait plus très bien et ça amène la bisbrouille sur le terrain. Deuxièmement, siffler trop vite, ça peut, dans certains cas, annihiler un avantage qui pourrait parfois amener des goals ou en tout cas des contre-attaques. Donc, privilégiez le jeu, prenez toujours le temps, ou en tout cas conseillez à vos arbitres de prendre le temps de siffler et de ne pas se précipiter toujours sur leur sifflet. En termes de coups de sifflet, en tout cas de modulation de coups de sifflet, il y a quelques exemples qui se retrouvent dans les formations que j'ai repris ici, qui sont très intéressants à montrer. Et il ne faut pas avoir peur non plus de demander aux candidats club umpire de s'entraîner à siffler. Ça peut paraître stupide, mais avec quelques entraînements de coups de sifflet, savoir donner un bon petit coup de sifflet,
ça ne vient pas forcément naturellement, donc s'entraîner un petit peu, c'est bien. Donc ici, dans les exemples qu'on a, eh ben, on a le premier exemple très typique de l'arbitre incertain, qui ne sait pas très bien, qui va siffler, mais il ne sait pas très bien s'il a vu faute, et les joueurs n'en tiennent pas beaucoup compte. Voilà la petite vidéo. Voilà, j'espère que vous entendez ces coups de sifflet. À défaut, ben, je pourrais vous les faire parvenir par après. La deuxième, ben, c'est une faute classique, un petit backstick, un petit kick. À ce moment-là, on siffle de manière sec et court, comme on le voit ici en dessous. Donc, le mauvais, c'est le coup de sifflet est totalement incertain, pas très sûr. Le deuxième, on a une faute, on siffle. Je vous montre l'exemple. Voilà. Un petit coup de sifflet sec et le jeu peut continuer. Quand on a des plus grosses fautes, on parle de fautes comme des pénaltys, des poussées, des jeux dangereux volontaires, des coups éventuellement qui se perdent. Là, on va signaler tout de suite qu'il s'agit d'une grosse faute et qui n'est pas à répéter. Et là, on va faire un gros coup de sifflet qui va être plus fort et surtout plus long. Voilà. Donc là, on voit bien la différence entre la faute, pardon, je vais un petit peu trop vite, la faute de base avec le petit coup de sifflet et la grosse faute où là, on va siffler plus longtemps pour bien indiquer aux joueurs qu'il s'agit d'une grosse faute qui ne doit pas être faite. La plupart du temps, c'est des fautes d'anti-jeu qui vont amener des pénaltys ou en tout cas des cartes vertes, des cartes jaunes. Donc, pas hésiter de bien montrer, de bien faire passer son autorité à travers son coup de sifflet. Une autre modulation du coup de sifflet, on la voit ici en dessous. C'est un petit peu du morse que j'ai fait, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de bien faire comprendre. Quand une balle sort, que ce soit sous les côtés ou sur la ligne de fond, mais que le joueur continue à jouer parce que pour lui, elle n'est pas sortie, à ce moment-là, l'arbitre va faire 3 petits coups de sifflet pour indiquer que la balle est sortie et donc qu'il faut arrêter l'action. Quand on a un goal, ben, c'est le même principe, il s'agit d'une phase de jeu importante, donc on va avoir un coup de sifflet puissant et long pour bien marquer, bien valider le goal qui a eu lieu. Et puis on a encore une dernière modulation qui est la fin d'une mi-temps ou la fin d'un match où on va donner 2 petits coups de sifflet courts et un coup de sifflet plus long. Même principe pour les matchs de football, c'est toujours la même chose quand on siffle la fin d'un match. Donc voilà différentes modulations de coups de sifflet. Faites l'exercice à l'occasion avec des club umpires, faites-leur entendre des coups de sifflet et ils vont tout de suite comprendre s'il s'agit d'une petite faute ou d'une grosse faute. À partir du moment où ils ont compris ça, ben, ils vont pouvoir reproduire ce schéma-là plus facilement. On a ici, de nouveau, j'espère que vous allez l'entendre. Pardon. J'espère que vous allez l'entendre ici. Il s'agit donc d'un match international où on a 2 fautes consécutives et puis une troisième faute dans les 23 qui va amener à un penalty. Et donc là, on va voir tout de suite les différences en termes de coups de sifflet. Je vous le passe. Yeah. 5. 16. Donc voilà. On a bien, enfin j'espère que vous l'avez entendu, donc on a bien 2 petits coups de sifflet, très courts, très secs, pour indiquer d'abord la faute et puis que le joueur ne se trouve pas à 5 mètres. Pardon. Et puis ben, la faute recommence dans les 23. Et là, on a un gros coup de sifflet qui a duré facilement 3-4 secondes, qui ne laisse aucune équivoque. L'ensemble des joueurs ont tout de suite compris qu'il y avait pénalty. Pas besoin de regarder l'arbitre, c'était évident. Donc la modulation du coup de sifflet, ben, comme je le disais, elle est très importante. Quelqu'un qui ne voit pas les gestes de l'arbitre doit pouvoir comprendre ce qui se passe rien qu'en entendant l'arbitre siffler. Il doit savoir si c'est 3 petits coups de sifflet que la balle est sortie. Donc
on va revenir à la rentrée en touche ou éventuellement au dégagement ou en corner. Accessoirement, s'il y a une grosse faute, il va y avoir un penalty, un stroke, une carte, ça s'entend tout de suite. Et donc, les joueurs doivent pouvoir le comprendre. Si ça passe comme ça, l'arbitre aura réussi à instaurer, grâce à son coup de sifflet, une autorité naturelle et surtout respectée par l'ensemble des joueurs. Comme je le disais juste avant, c'est un très bon truc de faire des exercices pratiques. Éviter évidemment de faire ces exercices pratiques sur le bord du terrain quand il y a des matchs. Ça risque d'amener des soucis pour les pratiquants. Mais donner des coups de sifflet, donc expliquer, voilà, kick, comment est-ce qu'il faut siffler, ou alors vous sifflez et le candidat club umpire doit essayer de traduire le coup de sifflet. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle phase de jeu ça pourrait être? Donc, à partir du moment où ils arrivent à intégrer ça, ils ont fait un grand pas dans la gestion d'un match. Troisième partie de la formation, c'est la gestuelle, la signalétique. On ne va pas rentrer trop loin non plus dans ces formations concernant le body language et ce genre de choses-là. L'essentiel, c'est que les candidats club umpire connaissent la signalétique, donc quand il y a une faute, de savoir quel est le geste à indiquer pour que l'ensemble des participants et des spectateurs ou des coachs comprennent la faute qui a été sifflée. L'information à faire passer lors de cette formation, quand on a pris une décision de manière claire avec une bonne gestuelle, un bon body language précis et un bon coup de sifflet qui correspond à la faute, cela donnera beaucoup de poids et de compréhension et forcera le respect de la part des joueurs, des coachs et des spectateurs. Alors ça, quand on commence dans les équipes d'âge, ça pose pas trop de problèmes, mais une fois qu'on arrive sur les grands terrains U14, U16 et au-dessus, surtout quand on joue sur des divisions plus hautes, il peut y avoir beaucoup de tension dans les matchs, beaucoup d'enjeux. Et si l'arbitre n'a pas la capacité à siffler de manière claire et à bien indiquer ce qu'il siffle, il risque très rapidement d'être débordé, que ce soit par les joueurs ou par les spectateurs ou par le coach. Et ça va finir par un mauvais match où il va y avoir énormément de contestations, des risques de cartes, des risques de blessés. Donc, c'est quand même, selon moi, relativement important de bien accompagner le geste, la manière par rapport au coup de sifflet qu'on donne. Le comportement body language et une signalétique claire, nette et précise aidera l'arbitre aussi dans sa gestion du match. Il est clair qu'un arbitre qui aura un comportement, ou en tout cas un body language plutôt timoré, aura plus de mal à se faire respecter qu'un arbitre qui va clairement indiquer les fautes et qui n'hésitera pas à montrer s'il s'agit d'un kick, d'un jeu dangereux, d'un backstick. Ça va renforcer évidemment son message. Toujours des informations à faire passer donc, dans ces formations. Quand l'arbitre indique la faute, il doit toujours le faire de manière claire et posée. Donc, pas comme je le disais là tout à l'heure, de vite siffler la faute, tourner le dos au terrain et courir pour vite aller chercher sa ligne de fond, son premier piqué ou que sais-je. Prendre le temps, quand on a sifflé une faute, d'indiquer de manière claire, à l'arrêt si possible, et suffisamment longtemps de manière à ce que tout le monde sur le terrain et en dehors ait eu l'opportunité de pouvoir voir le signe que l'arbitre a montré et donc de comprendre la faute et la décision qui a été prise. On met en garde aussi les arbitres qui auraient trop souvent tendance à montrer ce qu'ils sifflent. Quand on le fait trop systématiquement, il y a un risque que ce soit pris comme une sorte de justification par les joueurs. Et cette justification, elle peut être la résultante d'un doute. Donc, éviter de montrer systématiquement, surtout quand les fautes sont évidentes, il faut les siffler, indiquer la direction et rien de plus. Quand il y a un doute, à ce moment-là, bien prendre le temps d'indiquer de quel type de faute il s'agit, mais pas systématiquement. En dessous, ici, il y a des liens qui sont pour les différentes formations. Ces formations se trouvent donc à nouveau à disposition de tous les CUC
Et ceux qui ne les ont pas encore reçus, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi après le séminaire. Je vous les enverrai ou je viendrai même vous les apporter, vous les expliquer dans votre club. Donc, si vous voulez m'atteindre directement, mon adresse mail, c'est alexandre.plaisant@ok.be ou vous pouvez également envoyer un mail à empireacademy@ok.be. Alors, on va passer à la deuxième partie, la partie plus pratique. Donc, comment faire du coaching terrain. Alors, comment est-ce qu'on va faire du coaching terrain? Déjà, on va voir où on se place quand on filme. Donc, quel outil on va utiliser, comment aborder un débriefing, fixer des objectifs, des délais et obtenir l'engagement de la personne qui est coachée, en l'occurrence du futur club umpire. Donc, comment faire un coaching terrain? Lors d'une séance, le CUC déjà va se consacrer à une seule et unique personne à la fois. Donc, évitez de vous occuper des deux arbitres à la fois. Ça risque d'être brouillon, pas clair, ni pour le CUC, ni pour les candidats club umpire. Éventuellement, ce qui est possible, c'est que le CUC se partage, qu'il fasse une mi-temps pour un des arbitres coachés et la deuxième mi-temps pour l'autre arbitre coaché. Cette décision, c'est le CUC qui doit la prendre, évidemment. Maintenant, si d'aventure, la première mi-temps ne se passe pas bien avec le candidat club umpire qui est coaché, et que de l'autre côté, ça se passe bien, je propose à ce moment-là que le CUC reste toujours du côté de la personne qui en a le plus besoin. Au moment du débriefing, on pourra expliquer pourquoi on est resté plutôt de ce côté-là. Et il y aura encore toujours l'opportunité de faire d'autres séances de coaching. Par après, avec l'autre arbitre, s'il en estime avoir besoin ou s'il lui a des doutes, n'hésitez pas à recommencer le samedi suivant ou éventuellement le même samedi avec un match qui suit. Alors, durant le match, on va éviter d'avoir de la communication entre le CUC et son coaché. Les moments de communication doivent être idéalement avant et après le match, si nécessaire à la mi-temps. On va éviter de trop débriefer à la mi-temps parce que, surtout si le candidat club umpire a enchaîné pas mal de bourdes et pas mal d'erreurs, ça n'est pas nécessaire à la mi-temps de lui rappeler toutes les bourdes et toutes les erreurs qu'il a fait. Ça ne le mettra pas dans des bonnes conditions pour entamer sa seconde mi-temps. Donc, évitez les commentaires à la mi-temps, gardez-les plutôt pour avant ou après le match. Alors, avant le match, on ne va pas vraiment parler du match, fatalement, puisqu'il n'a pas encore commencé. Par contre, on va informer sur le contexte du coaching. On va essayer de relaxer un petit peu la personne qui va avoir un coaching, de manière à ce qu'il prenne vraiment ce coaching comme étant quelque chose qui est fait pour lui et qui va l'aider dans son parcours, dans son évolution en tant qu'arbitre, et essayer de dédramatiser la situation. Certaines personnes s'imaginent qu'être coaché, c'est être ausculté à la loupe et être critiqué, et on va regarder tout ce qui n'est pas bien fait. Ça n'est pas l'objectif du coaching. En tout cas, ça pourrait être un objectif, mais alors d'un mauvais coaching. Donc, essayez de relaxer la personne, de lui expliquer qu'il s'agit juste d'un match de hockey et que vous êtes là sous le côté, que vous allez le regarder et qu'il y aura un débrief à la fin du match, pas à la mi-temps, mais à la fin du match, au calme, avec lui. On verra l'ensemble des choses qui ont été bien, des choses qui nécessitent encore de travailler pour être améliorées. Donc, avant match, le contexte, on dédramatise, on relaxe un petit peu son coaché, et après le match, là, on va plus travailler le débrief et un ou deux points qui seraient des points à améliorer. On va voir ça plus tard. Alors, l'objectif du coach, idéalement, c'est de filmer avec une tablette. On verra plus tard que c'est un outil très efficace quand on fait du coaching. Surtout pour, de un, quand on va parler d'une action avec le coachee, lui dire, tiens, tu te rappelles, aux alentours de la 20e minute, il y a eu une attaque et toi, tu t'es retrouvé là. Et alors,
dans cette attaque, il y a eu un mouvement, mais tu n'as pas bien suivi. Le coaché peut se dire oui, oui, effectivement, je me souviens de l'action et en fait penser à une autre action. Et donc là, ça peut amener effectivement des incompréhensions, des troubles dans le coaching. Quand on filme, on montre sur la tablette ce qui a été filmé et automatiquement, le coach se rappelle de ce qui s'est passé ou s'il ne s'en rappelle pas, en tout cas, il le voit. Et à ce moment-là, il peut y avoir une interaction entre le coach et son coaching. Donc, se placer un peu à l'arrière de la ligne des 23, en dehors du terrain, surtout éviter d'être sur le terrain. Ça pourrait mettre de la pression sur le candidat club umpire. Ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'en règle générale, ils s'en mettent assez. Donc, dédramatiser, cool, relax. Mettez-vous en dehors du terrain. S'il y a des gradins un petit peu en hauteur, c'est pas mal non plus. Ça permet d'avoir une meilleure vue sur l'ensemble du terrain. Mais comme ça, on peut couvrir les phases de cercle qui sont souvent très importantes et également l'ensemble de son déplacement. Même chose quand on va de l'autre côté. On va se placer au même endroit. Les outils qu'on va utiliser lors d'un coaching terrain, effectivement, on parlait de filmer. Donc, filmer idéalement avec une tablette. S'il n'y a pas de tablette à disposition, un téléphone, ça peut aussi fonctionner, mais c'est déjà plus difficile à revoir sur un téléphone que sur une tablette. Donc, n'hésitez pas, c'est un petit investissement pour le club. Mais c'est par contre un outil primordial et important dans la manière de pouvoir coacher, de pouvoir aborder le débrief et le feedback après un match. Ne filmez pas systématiquement l'ensemble de la mi-temps, mais pensez à filmer des séquences d'une trentaine de secondes à 1 minute maximum. Trop long, ce qui risque de se passer quand on filme pendant 2, 3, 4 minutes, c'est qu'on risque d'avoir plusieurs petites erreurs qui vont se répéter. Et quand il y a 3-4 erreurs, ça devient difficile de débriefer sur 3-4 erreurs différentes. Il vaut mieux se concentrer sur un type d'erreur systématique que le candidat va faire pour lui remontrer, pour qu'il intègre bien et qu'il trouve la solution à son problème. Quand vous allez montrer en fait ces phases que vous avez filmées, le coach va les regarder et au moment où il va les regarder, il va plus que probablement faire des commentaires et commencer à faire son autocritique. Alors, vous le savez tous, dire à quelqu'un ce qui s'est passé va peut-être le convaincre, mais ce n'est pas sûr, tandis que si la personne dit « Ah ben tiens, j'ai fait ça ou j'ai fait ça », il en sera automatiquement convaincu. Donc, faire parler son coachee, ça sera toujours beaucoup plus fort et ça lui offrira l'opportunité d'une meilleure prise de conscience que si c'est une personne tierce qui va lui dire. Donc, le premier outil, la tablette, qui va être très utile pour le débrief. Derrière ça, il y a des documents qui est le rapport d'évaluation où on reprend de nouveau les connaissances toujours des mêmes points, à savoir les règles du jeu, la mobilité, placement, déplacement, le contrôle, le coup de sifflet. Donc, c'est toujours les mêmes points qui sont toujours évalués pour les candidats Club Umpire. Donc, ces fiches, de nouveau, elles sont à disposition des Club Umpire Coach. Vous les avez sur le kit que j'ai remis ou vous pouvez éventuellement les trouver en ligne. Si vous n'avez pas accès au Google Drive, à nouveau, contactez-moi et on fera ça. Il existe également une grille d'évaluation. Ces grilles d'évaluation, c'est une évaluation sur une dizaine de points avec une cotation entre 0 et 10. C'est très intéressant parce que quand on suit différents coachs, quand ils reviennent après 2-3 semaines, avoir sa grille d'évaluation et son rapport précédent, ça permet de savoir ce qui s'était passé la dernière fois qu'il y a eu un coaching et de pouvoir voir évidemment son évolution par rapport à la fois précédente. Donc, garder des traces écrites. Ces rapports-là seront également demandés par le mentor lorsqu'il viendra pour l'évaluation de l'examen. Si le mentor a l'occasion de pouvoir voir les différents rapports et les différentes grilles d'évaluation, il va tout de suite pouvoir comprendre où se trouvaient les faiblesses et quelles ont été les marges de progression. Parce qu'il arrive parfois que sur certains points, les candidats Club Umpire ne sont pas encore au niveau souhaité. Mais si on voit qu'ils viennent de loin et qu'ils sont en pleine phase de progression,
on pourrait être effectivement un petit peu plus large en se disant, voilà, il va continuer à progresser, il a pris conscience de ses faiblesses et des points qu'il doit encore travailler. On le constate sur les différents rapports, donc on peut l'encourager en lui disant voilà, qu'il a réussi son examen. Il sera évidemment à revoir par après sur du plus long terme. Mais ça, c'est dans les objectifs aussi des mentors. Donc, ces grilles peuvent toujours être utiles par après. Donc, n'hésitez pas à les remplir. Ça prend pas plus que 2 minutes à remplir. Donc, ce n'est pas non plus un travail fastidieux. Et avoir un écrit également pour le candidat Club Empire, ça va l'aider aussi dans sa compréhension et dans son travail d'évolution. Comment faut-il aborder un débriefing? Après le match, on va essayer de se mettre dans un endroit confortable, calme, donc éviter de se retrouver en plein milieu de l'ambiance au bar. L'écoute ne sera pas la meilleure, je pense. Donc, prendre une table dans un coin où il fait un petit peu plus calme, où on va pouvoir montrer les vidéos et pouvoir dialoguer sur ce qui s'est passé durant le match. Placer les gens dans un bon contexte, un bon environnement pour faire un bon débriefing, c'est toujours favorable. Et c'est surtout grâce au débriefing que les candidats Club Empire vont comprendre, apprendre et progresser. Donc la vidéo, ça va permettre de s'assurer que quand on parle d'une action, quand on la montre, on est certain que et le coach et le coachee parlent de la même phase, donc se comprennent et donc peuvent débriefer sur ce qui s'est réellement passé. Et comme on l'a dit là tout à l'heure, ça permet également d'inviter le candidat Club Empire à faire son autocritique. Naturellement, en voyant la phase qui se déroule, il dit « Oh, ben oui, là, je suis en retard, j'aurais dû être beaucoup plus loin. » Et voilà, à partir du moment où il a dit ça, il a compris. Il a compris ce qu'il avait fait de mal et il a compris ce qu'il doit faire. Donc, tout le gros du travail du débrief, il est quasi fait. Le rôle du coach, c'est d'être une grande oreille. Le principe de coaching, c'est surtout d'écouter, d'orienter, d'aider son coachee à trouver la solution, plutôt que de parler, de dire ce qu'il a bien fait, ce qu'il n'a pas bien fait, comment il devrait le faire, comment il va le faire la prochaine fois. En règle générale, le coachee ne va pas apprendre grand-chose comme ça. Comme on disait, dire les choses, c'est bien, les faire dire, c'est beaucoup mieux en termes d'acceptation. Donc, le rôle du coach va plutôt être d'écouter et d'orienter. Il est plus que probable que certains candidats Club Empire, coachés ne maîtrisant pas encore bien, risquent de partir quand ils vont voir une action sur la tablette, ils risquent de partir dans une mauvaise analyse de la situation. Si c'est le cas, posez-lui des questions pour voir s'il ne peut pas voir ça sous un autre angle ou s'il ne peut pas faire attention plus à ce qui se passe dans la phase de jeu qu'à lui-même et essayer de l'orienter pour que lui-même trouve les solutions. Là, vous aurez un coaching efficace. Fixer des objectifs et des délais. Donc, sur base de l'autocritique qui doit être donc validée par le coach, puisque si l'autocritique n'est pas bonne, évidemment, le coach ne doit pas la valider. Il doit réorienter en posant la question de manière à ce que l'autocritique porte bien sur les points qui doivent être travaillés. Une fois que le coach a trouvé ses points, il faut valider avec lui ce qui va devoir être travaillé. Et alors, il va falloir fixer des objectifs. À nouveau, inviter le candidat Club Empire à lui-même donner ses objectifs, de manière à ce qu'il aille à sa vitesse. De nouveau, l'ambition, elle doit être celle du coaché, en l'occurrence du candidat Club Empire, et non pas être l'ambition du coach. Un coach qui arrive et qui voit un jeune qui est un candidat Club Empire et qui se débrouille super bien, le coach dit celui-là, il va très vite devenir arbitre national, voire peut-être même plus loin. Si ce n'est pas l'objectif du jeune, le jeune se dit, moi j'ai envie de venir, passer mon examen pour pouvoir arbitrer mes copains et je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai d'autres passe-temps ou passions ou d'autres occupations,
ben, si le coach va projeter sur lui ses ambitions, il risque d'y avoir un gros décalage entre les objectifs et les attentes du candidat Club Umpire et du coach. Et donc, les séances ne pourront pas amener à quelque chose de positif. Donc, prenez sur vous les coachs, évitez de vous projeter sur les candidats et laissez-les, eux, fixer leurs objectifs. Évidemment, votre rôle aussi sera de les pousser quand les objectifs ne sont pas assez ambitieux. Quand on a quelqu'un qui est bon et qui a du talent, ben, n'hésitez pas à le pousser dans ses retranchements pour qu'il aille chercher des objectifs plus ambitieux s'il en a les moyens. S'il n'a pas les moyens, ben, ça ne sert à rien. Un objectif, il doit être donné dans le but de pouvoir être réalisé. Si cet objectif n'est jamais atteint, ben, on n'appelle pas ça un objectif, on appelle ça un rêve. Avec l'objectif, donnez-lui un délai. Ça, c'est important aussi. Quand on apprend des choses, ben, il ne faut pas les faire sur 3 mois parce qu'on ne sait jamais faire quelque chose d'efficace sur 3 mois. Si on passe au deuxième objectif, ben, on sera déjà à 6 mois et il y a des chances que tout ce qui s'est passé les 3 premiers mois soit oublié. Donc, donner des objectifs concrets, mesurables, qui soient atteignables par le coachee et dans un délai de temps. Donc, dites-lui après un débrief, ben, tiens, voilà, on va essayer de travailler ton déplacement, essayer d'anticiper un petit peu plus pour aller chercher plus rapidement ce premier piquet et couper dans la ligne des 23. Voilà, ça va être l'objectif. Je te propose de refaire un coaching dans 2 semaines et on va surtout se concentrer sur ces points-là. Là, il a un objectif clair, précis, il sait pourquoi il doit être prêt, il sait ce qu'il doit faire. Donc, il y a toutes les chances, effectivement, qu'il travaille de la bonne manière et que 2 semaines après, mais quand vous le coachez, vous pouvez valider son point de déplacement. Ce qui est important aussi, c'est de définir des priorités dans les objectifs et travailler un objectif à la fois. De nouveau, on est dans la formation de Club Umpire et non pas d'arbitre international. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, trop bien, trop loin. Prenez le temps, un objectif. Et si certaines personnes doivent, je vais dire, être formées pendant 2-3 mois, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ces personnes puissent obtenir ce qu'elles sont venues chercher, à savoir leur brevet de Club Umpire. Ce qui arrive également quand on donne des objectifs clairs, nets et définis et qu'on travaille un objectif à la fois, ben, les autres erreurs qui étaient présentes dans un premier temps vont s'auto-corriger. Quand on voit, je vais prendre l'exemple effectivement du placement, quelqu'un qui est en permanence occupé à courir derrière la balle et derrière le joueur va rater énormément de fautes. Donc, on va se poser des questions sur sa compréhension des règles du jeu. Comme il ne verra pas des fautes, parfois il va siffler, mais il ne sait pas très bien ce qu'il va siffler, donc il n'aura pas une signalétique claire. Si on travaille ce premier objectif qui est d'avoir un placement et un déplacement anticipatif de manière à avoir le jeu face à soi et qui vient vers soi, ben, il va déjà corriger ce placement, ce déplacement, mais derrière, comme il va avoir une meilleure vue sur le jeu, ben, il sifflera de manière beaucoup plus juste. Donc, en une fois, ben, on se dit, ah ben oui, effectivement, il les connaît, les règles. Le problème n'était pas qu'il ne les connaissait pas, le problème était qu'il ne voyait pas les fautes. Et donc, comme il connaît les règles et qu'il voit ce qu'il siffle, il peut facilement avoir la bonne gestuelle adaptée et éventuellement la bonne modulation de coup de sifflet. Donc, n'essayez pas de mettre 36 critiques à la fois et de travailler sur 5 ou 6 objectifs, mais fixez d'abord des priorités. Comme on voit ici, avec un bon placement, un bon déplacement, on peut solutionner ou en tout cas avoir une réaction en chaîne sur la solution d'autres problèmes. Ce qui est important, évidemment, à la fin d'une séance de coaching, c'est d'obtenir l'engagement de coaching. Il faut que quand le rapport a été complété et qu'on a mis des objectifs avec le délai qui est imparti, qu'on obtienne l'adhésion du coaché. L'adhésion dans le sens, non pas qu'ils disent oui, oui pour vous faire plaisir, mais qu'ils disent oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, j'ai bien compris ce que je dois faire et où je dois arriver et pour quand je dois y arriver. Et donc, tout ça sera mentionné sur son rapport. Et donc, il peut le signer, il peut avoir une copie, comme ça, il n'y a pas de doute à avoir, il sait ce qu'il doit travailler et pour quand il doit le travailler. Donc,
vérifiez bien quand un coach vous dit oui, d'accord, j'ai compris, qu'il ait réellement compris ce qu'il devait faire, pourquoi il ne le faisait pas bien et comment il va le solutionner et pour quand. À ce moment-là, ben, vous validez avec lui, c'est le quand, le comment et le pourquoi. Et à ce moment-là, ben, il y a toutes les chances que la prochaine fois que vous allez le voir, il ait compris et il ait corrigé ses erreurs, si pas totalement, en tout cas en partie. Donc, c'est un bon début vers le résultat recherché. Donc ici, on a le rapport qu'on voyait là tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a quelques cases à remplir, des points à retravailler et éventuellement à l'arrière du document, il y a un peu plus d'espace s'il y a des choses à écrire. Mais donc, c'est un rapport qui ne prend que quelques minutes à remplir et qui vaut la peine parce qu'il résume clairement ce qui s'est passé au moment de la séance de coaching. Pour le coacher, c'est important. Dernier point de la formation de ce soir, quand on est arrivé au terme de la formation, que le candidat est prêt à pouvoir passer son examen, il faut l'inscrire. Pour l'inscrire, il existe des documents en ligne, donc c'est la demande d'examen outdoor. À nouveau, ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai un accès. Il existe ici par en dessous un lien direct sur le Google Form. Ce qui est important, c'est qu'on puisse planifier des mentors qui soient présents au moment de l'examen. Donc, je demande de respecter le plus possible le délai de 10 jours avant la date d'un examen. Donc, concrètement, essayez d'introduire au plus tard le mercredi votre demande d'examen pour le samedi qui suit. L'année passée, on a commencé à faire ces examens de cette formation-là avec les documents en ligne. Les premiers week-ends, on avait 1 ou 2 ou 3 examens sur la Wallonie. Dans le courant du mois d'octobre, on a eu des week-ends avec 7 examens à passer dans 4-5 clubs différents. Donc, on doit pouvoir planifier ça à l'avance. Donc, c'est important que vous ne mettiez pas des demandes d'examen le jeudi pour le samedi 2 jours après, parce que là, il y a toutes les chances que les mentors soient pris et donc ne soient pas disponibles pour pouvoir venir examiner le candidat Club Umpire. Pensez également, lorsque vous planifiez une demande d'examen, de mettre le candidat Club Umpire sur des matchs qui sont accessibles à son niveau. Donc, si vous avez des U19 en Régional 1 et que l'arbitre est un arbitre qui est encore je veux dire, physiquement petit, peut-être impressionné ou impressionnable par les U19, évitez de le mettre sur des matchs comme ça. Cherchez plutôt à le mettre sur des matchs U14. Il faut qu'il soit à l'aise. Comme je le disais là tout à l'heure, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais gardons les pieds sur terre. Notre objectif est d'abord de les amener au niveau Club Umpire. Après, ils auront l'occasion de progresser en se familiarisant avec différentes catégories, U14, U16, U19, des régionales messieurs, des mineurs éventuellement. Donc, même le lundi, avec les gents, les ladies, tout ça est possible. Et après, quand cet arbitre Club Umpire aura des planches suffisantes, si son ambition le pousse à aller voir plus loin et à briguer éventuellement le niveau d'arbitre national, à ce moment-là, il devra suivre à nouveau des formations pour valider son niveau et passer l'examen. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite et de les former tout de suite à être prêts à les siffler directement en national. Hein. Ce n'est pas ça qu'on demande. Certains ont le talent, tant mieux. D'autres ne l'ont pas. On en a besoin aussi. Donc ça, c'est le fameux document à remplir en ligne. Et chaque fois qu'un document est rempli et m'arrive dans ma boîte mail, automatiquement, je réponds et je confirme qu'il y aura bien donc un mentor, le nom du mentor et ses coordonnées, de façon à ce que vous puissiez avoir directement une interaction avec le mentor. Si vous voulez discuter avec lui avant, c'est toujours possible. Voilà, ça c'est donc la demande d'examen qui se passe en ligne via un Google Form. Alors,
Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fini ici ma présentation. Donc, je vais réouvrir ma fenêtre avec les questions. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce bien le cas? Ah, c'est le seul alors. OK, d'accord. J'ai une autre question pour savoir si on a parlé de l'application RefCom4All et de son utilité dans le rôle de QQ. Alors, l'application RefCom4All, elle est libre d'accès pour les clubs qui veulent l'utiliser. Je sais que dans certains clubs, on l'utilise. En l'occurrence, ici, moi, je ne l'avais pas en avant, dans le sens où je ne préconise pas de faire du coaching pendant le match. Ça peut désarçonner les candidats. On n'est pas à un niveau, comme je le disais là tout à l'heure, on n'est pas à un niveau d'arbitre national. On n'est pas avec des gens qui maîtrisent déjà leur sujet. Donc, le mieux, c'est de les laisser arbitrer et de faire un débrief en sortie de match plutôt que de parler dans l'oreillette. Alors, si, on entend bien, mais pas les vidéos. Oui, je suis désolé pour les vidéos. On a eu le même problème la semaine passée ou il y a 2 semaines. Elles sont, comme je disais, elles sont disponibles sur le Google Form ou sur le KitKuk. Donc, n'hésitez pas à me les demander ou à demander dans votre club pour les voir. Alors, y a-t-il d'autres questions par rapport à cette formation? Si elles ne vous viennent pas directement, comme je le disais, n'hésitez pas. À tout moment, vous pouvez m'envoyer un mail alexandre.plaisant@ok.be ou éventuellement umpireacademy@ok.be. Alors, Marc Delcourt a une question. Comment motiver les candidats en période de Covid? C'est très compliqué, effectivement, dans le sens où si on veut avoir des candidats, leur donner des formations théoriques, on peut le faire. C'est ce que moi j'ai fait ces dernières semaines en donnant donc chaque mercredi soir un webinaire sur les principes de base de l'arbitrage. Maintenant, en termes de coaching, c'est évidemment impossible tant qu'on n'aura pas de match. A priori, la saison ici est terminée, mais il semblerait que selon les protocoles en vigueur vis-à-vis du Covid, on puisse organiser des matchs amicaux au sein d'un club. À partir du moment où on a un match amical dans un club 11 contre 11, on peut, et je pense que ça fera certainement plaisir aux équipes qui jouent, leur mettre des candidats club umpire et leur proposer du coaching sur ces matchs amicaux. Alors, Emmanuel, y a-t-il un examen pour être QQ? Il n'y a pas d'examen. Je sais que ton cas est particulier, Emmanuel, vu que tu n'as pas l'expérience, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'arbitre. J'entends arbitre, ok, parce que si je me souviens bien, tu étais arbitre handball ou non, c'est pas ça, c'était baseball, je crois. Il y a en tout cas cette formation-ci. Si tu le souhaites, je peux venir jusque chez toi au club pour te donner cette formation, la parcourir ensemble et voir effectivement tes acquis pour valider. Ça, c'est toujours possible et même souhaitable. Mais la plupart du temps, les club umpire coach sont des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont été arbitres nationaux, qui ont été joueurs à un certain niveau, donc ils peuvent maîtriser. À nouveau, l'objectif n'est pas d'avoir été le meilleur arbitre national ou le meilleur joueur. L'essentiel, comme on l'a vu, va se dérouler sur comment donner des formations et comment pouvoir donner du coaching. Donc, on n'est pas nécessaire d'avoir été un grand arbitre que pour pouvoir bien coacher. Mais par contre, il faut quand même avoir les connaissances de base. Donc, si tu le souhaites, Emmanuel, je peux venir jusque chez vous avec grand plaisir et on peut revoir cette formation ensemble. Alors, Hervé Dupré, est-ce que le QC doit être mentionné sur la feuille de match? Non.
Le CUC n'a rien à voir avec le match. Il est là uniquement pour le candidat Club Umpire. Donc, il n'y a aucune mention à mettre sur la feuille de match par rapport à son coaching. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Comme je le disais, si vous avez encore des questions par après, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Je vous ai donné les adresses. Par rapport à la formation de ce soir, je vais vous envoyer le lien pour pouvoir à nouveau regarder cette présentation. Comme ça, les slides seront à votre disposition et on verra également comment faire pour que vous ayez des vidéos avec le son. C'est surtout plus pratique quand on parle de coups de sifflet. Voilà, j'espère que cette formation vous a été agréable et intéressante. Je pense, aujourd'hui, j'ai terminé l'ensemble des formations qui étaient planifiées au niveau de l'Umpire Academy. Comme je le disais, je pense que de nouvelles formations seront prévues à l'entame du prochain championnat, donc vers la fin août, début septembre. Je pense que je referai encore une ou deux formations, soit en club, soit en ligne, en webinaire, de manière à remettre ceux qui le souhaitent rafraîchir un petit peu toutes les données qu'on a vues et tous les rôles et les actions importantes que les arbitres doivent connaître et maîtriser. Voilà, je vous remercie tous de votre présence ce soir. J'espère que ça vous a été agréable et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées. Une bonne soirée à vous. Au revoir.